Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez choc.ca. Bonjour tout le monde et bienvenue au balado Plug ta manette. Nous sommes une gang d'étudiants de l'UQAM dans la maîtrise en communication, concentration jeux vidéo et ludification et nous nous rassemblons pour discuter d'un jeu vidéo québécois. Dans la première partie de l'épisode, nous présentons rapidement le jeu de la semaine. De plus, nous faisons un tour de table pour donner nos impressions générales et surtout sans spoilers ou divulgateurs. Dans la deuxième partie, à l'inverse, nous rentrons en détail dans les différents aspects du jeu qui nous ont marqués, que cela soit positif ou négatif. Je suis François. Hello, je suis Emile. Et cette semaine, nous sommes accompagnés par Sacha, Bonjour, je suis Sacha. par Noah Oui, bonjour, c'est moi, Noah. et par Laurie. Allô? Le jeu que nous discuterons cette semaine est Ultimate Chicken Horse. Est-ce que vous avez déjà rêvé de jouer à Super Mario Bros? Les jeux en 2D en fait, en massacrant tous vos coéquipiers, en faisant en sorte que le but du jeu soit uniquement de saboter toute la partie? Clever Endeavor Games, en fait, ont répondu à ce doux rêve d'enfance en créant une sorte de party game ou encore un jeu de salon qui est de plateforme. C'est-à-dire que ça va être un jeu en 2D, en fait, où est-ce que le but principal va être de se rendre à la fin du niveau en plaçant différents types d'items, mais surtout d'être le seul qui parvient à se rendre à cette fin du niveau. Un peu similaire à Mario Maker, en un sens, le jeu a quand même été pensé avant la première annonce du jeu. Le but au final va être que chaque personne, à chaque tour, ajoute un item au sein du niveau afin de le complexifier, mais aussi afin de le rendre possible à terminer. De sorte que c'est à la fois que Ultimate Chicken Horse est à la fois un jeu de coopération, mais aussi un jeu de compétition, comme on veut être la seule personne à gagner. Donc, le jeu, en fait, est sorti en 2016 sur la plateforme Steam, sur Windows, Mac et Linux. Il est sorti en décembre 2017 sur la PS4 et Xbox One. Et finalement, il est sorti en septembre 2018 sur la Switch. D'ailleurs, le jeu a encore été mis à jour il y a jusqu'à tout récemment, en septembre 2021, où est-ce que les développeurs ont rajouté un personnage jouable. De sorte que le jeu est quand même encore beaucoup soutenu par l'équipe Clever Endeavor Games. Le jeu, au final, provient d'une Game Jam, à la base, en septembre 2014, où est-ce que le studio voulait tenter de tester, de voir la viabilité de son équipe possible pour le développement de futurs jeux vidéo. Donc, ils ont participé à une Game Jam afin de voir un peu la coopération entre les différents développeurs, de voir si une symbiose s'installait et si ça fonctionnait. En développant un jeu au final où est-ce que le but était de faire en sorte qu'une intelligence artificielle puisse terminer un niveau. La place des joueurs et joueuses dans ce prototype était de faire en sorte qu'en plaçant des items, il facilitait la vie de l'intelligence artificielle afin qu'elle puisse se rendre jusqu'à la fin. Par contre, dans les limites d'un game jam, qui habituellement ça dure quelques jours, les développeurs se sont rendus compte que c'était trop complexe et ont décidé de simplifier la chose en enlevant l'intelligence artificielle et en ajoutant simplement des avatars que les joueurs contrôlaient dans un niveau qu'ils avaient eux-mêmes créé. Ce qui a amené, avec le temps, à Ultimate Chicken Horse en 2016. Concernant la bande sonore du jeu, elle a été développée par Vibe Avenue, qui d'ailleurs, vous entendez présentement des extraits, et les futurs extraits qui vont apparaître dans l'émission vont toujours provenir du jeu. Parfait. Merci beaucoup, Émile. Donc, pour un tour de table rapide sur vos appréciations générales du jeu, on pourrait commencer par Laurie. Oui, ben moi, au fond, de manière générale, j'ai beaucoup apprécié l'expérience de jeu. Ben, surtout le fait de jouer avec des amis. Fait que c'est vraiment un bon jeu de gang, qu'on on va rire beaucoup. On a eu beaucoup de fun. Cependant, moi, je l'ai trouvé assez difficile. Pour vrai, genre, j'ai même pas réussi à gagner une fois. Fait que j'ai vraiment eu de la difficulté avec les contrôles, mais aussi, peut-être que c'était juste un peu moins le type de jeu que j'étais bonne. Il y avait beaucoup de platforming, mais de manière générale, j'ai trouvé que c'était le fun pour l'expérience avec les amis. Et voilà.
Parfait. Noah? Ouais, bah, moi j'ai vraiment adoré le jeu. À l'inverse de toi, j'ai trouvé que le jeu était beaucoup plus facile à prendre en main que ce à quoi je m'attendais. Puis j'étais vraiment agréablement surprise parce que je me suis dit que c'était un jeu qui était fait pour être joué en ami, mais j'ai l'impression qu'il nous permettait de créer du lien en essayant de détruire la partie de l'autre et qu'en jouant, pas qu'on apprenait à mieux se connaître, mais disons que ça construisait le rapport qu'on avait aux autres en jouant. Donc j'ai bien aimé ça. Parfait. Sacha? Personnellement, j'ai bien aimé le jeu, même si je l'ai trouvé relativement neutre Je vais le développer plus tard, peut-être. Mais j'ai beaucoup aimé le jeu, mais je donne quand même une note satisfaisante de 5,7 poulets sur 10 cheval, parce que il manquait un petit quelque chose pour qu'il monte dans la liste de mes jeux préf. Ah bon? Parfait. Ah, Émile? c'était bien. Au final, le jeu, je trouve que c'est quand même un jeu assez excellent à jouer en fin de soirée quand tout le monde est fatigué, à moitié sous, euh, puis que tu as des comptes à régler avec les gens qui t'ont agacé toute la soirée en s'amusant à les pitcher dans le vide sans arrêt. Donc, non, je dirais que c'est un bon défouloir quand même, c'est assez le fun. Parfait. Moi, de mon côté, j'ai joué principalement au Meltdown de Montréal, donc c'était exactement dans le contexte qu'Émile a mentionné. C'est un excellent jeu de party, jeu de salon, donc lorsque du monde. Jouer tout seul, juste chez moi ou avec du monde en ligne, je sais pas, mais j'ai trouvé qu'il était très clé en main pour quelqu'un qui était pas vraiment gamer et tout, donc tu sais, ma blonde a déjà joué puis elle est pas tant gamer et tout, c'est clé en main, donc euh, même chose que Sacha de mon côté. Il y a des avantages et des inconvénients, mais pour ce qui est du jeu en tant que tel, dans le contexte précis d'un party, oui, définitivement. Donc, merci tout le monde. Si vous n'avez pas encore joué et que vous ne voulez pas être divulgaché, c'est maintenant le temps de se quitter. Pour les autres, nous nous retrouvons après ce court extrait musical. Donc, c'est définitivement une musique qui reste dans la tête. Euh, Re-bienvenue tout le monde et on va embarquer tout de suite avec Émile qui va nous parler des game modes ou des modes de jeu. Oui, le jeu possède 4 modes de jeu, qui va être le premier qui est le party, le créatif, le défi et le partie libre. La plupart des personnes qui vont jouer au jeu, en fait, vont jouer dans le mode party, qui est en fait le mode normal, qui consiste à chaque tour à ce que chaque personne doive choisir parmi des items qui sont dans un lot choisi au hasard, qui se renouvelle à chaque tour d'ailleurs, que chaque personne prenne ses items au hasard afin de les mettre sur la carte pour pouvoir atteindre la fin du niveau. Le deuxième mode, qui est le mode créatif, c'est la même chose. La seule différence, c'est que les items n'apparaissent pas au hasard à chaque tour, mais chaque personne, en fait, ont accès à tous les items du jeu afin de pouvoir mettre les items qu'ils veulent, mais ils peuvent seulement en mettre un par tour. Le dernier mode, qui est en fait le mode partie libre, cette fois-ci, il n'y a plus de tours, c'est carrément un mode de création de niveau, en fait, où est-ce que sur les maps, les personnes peuvent mettre les items qu'ils veulent, en ayant constamment accès à tous les items, puis en mettant un nombre quasi infini, sans être limité par le temps et autres. Et le mode défi, en fait, c'est une sorte de mode compétition en ligne, où est-ce qu'on peut tenter de passer des niveaux que d'autres personnes ont créés, qui sont partagés en ligne. Donc ça peut être un mode, c'est surtout ce mode-ci qui va être plus faisable pour une personne qui joue par exemple seule, ou encore qui permet de donner une sorte d'aspect un peu complétionniste, ou qui permet d'accentuer la durée de vie du jeu. Les types de pièges qu'on peut retrouver dans le jeu,
Ça peut être... les items peuvent passer en fait de bouts de bois qui permettent de créer une plateforme à des pics qu'on peut mettre à un endroit en particulier afin qu'une personne qui touche, elle meure. Parce que d'ailleurs, en fait, dans le jeu est sans pitié, est quand même assez difficile. Il n'y a pas de vie. Donc, au moment qu'on touche un piège qui est mortel, c'est la fin. La personne meurt pour le tour. Ce qui est quand même assez cacophonique d'ailleurs, chaotique, c'est que comme chaque personne met un item, en fait, c'est facile de perdre de vue les différents items que les autres personnes ont mis en même temps que nous, de sorte que on va souvent mourir en fait sur les items des autres qu'on les a jamais vus placer. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais juste souligner aussi qu'il y a l'existence de la dynamite, de la petite bombe et de la grosse bombe qui permettent d'enlever des items qui ont été posés par les autres joueurs. C'est une mécanique qui, dans la version Party Mode, est vraiment pratique parce que parfois, on va créer une contraption, on va créer une machine complètement mortelle qui va empêcher nous-mêmes de passer. Fait que c'est essentiel d'avoir ces items-là en Party Mode pour pouvoir permettre au moins à nous ou à un de nos adversaires coéquipiers de traverser parce que sinon on se ramasse juste bloqué en fait. C'est un autre item important. Moi je sais que c'est la mécanique qui m'a le plus emmerdée parce que quand j'ai commencé à jouer, j'ai directement compris qu'on pouvait gagner des points quand on a eu le premier score qui s'est affiché. Je pensais que j'allais rien gagner parce que je suis immédiatement morte. Comme tu as dit, le jeu il est assez cruel avec toi. Mais par contre, mon piège a tué tout le monde aussi. Alors j'ai quand même eu des points. Alors c'est clair que la mécanique des bombes permet dans les deux sens de soit t'aider à ta progression ou de ruiner la game de quelqu'un qui voudrait gagner en ruinant celle des autres. Ça, c'est assez fun. Justement, quand il y a un item comme le trou noir, par exemple, qui était vraiment fatigant, qui aspire directement les joueurs dedans, ben la plupart du temps, les joueurs avaient le goût de mettre une bombe dessus parce que ça donnait beaucoup de points à la personne. Puis il y a quelque chose que je trouve important à mentionner aussi, c'est le fait que il fallait pas faire le niveau trop facile. Donc, si tous les joueurs arrivent à la ligne d'arrivée, ben il y a personne qui gagne de points. Fait que ça rend un défi supplémentaire au jeu, j'ai trouvé. Dans le fond, juste pour mettre un peu de contexte à nos auditeurs, les 4, vous avez joué ensemble au labo de l'UQAM. Ouais. Avec une manette qui laguait sans arrêt. Ce qui aide pas à juger les contrôles d'ailleurs. Donc, je reviendrai plus tard sur mon expérience que j'ai eue dans le passé sur au Meltdown, puis mes tentatives de streamer la game, j'en reviendrai. Mais si vous pouvez parler un peu de l'expérience, parce que justement, c'est un jeu de salon, et justement, vous l'avez joué dans un contexte, ok, oui, c'est un labo à l'UQAM, mais il y a des divans, il y a une TV, donc c'est vraiment axé comme ça. Si vous pouvez parler un peu plus cet aspect-là, comment vous avez trouvé ça? Notre expérience n'a pas été ruinée, mais presque été ruinée par les problèmes techniques qu'on a rencontrés. Entre les manettes qui laguaient, les problèmes entre les différentes versions du jeu, parce que je sais qu'à un moment donné, on a essayé une Switch, après ça, on est tombé sur PC. À travers tout ça, on a eu des problèmes encore de manettes. Je crois que Noah, ta manette a brisé en plein milieu de la partie. Ça a été assez un peu terrible. Mais malgré tout, c'est quand même plaisant parce qu'il y a quand même l'expérience avec les autres, t'sais. Et on était tous pris dans ce calvaire technique-là. Non, c'est vrai, parce que moi, je peux dire que ma manette, là, ça avait comme pas de bon sens. Il y avait un délai, je pense, de 1 seconde entre chaque mouvement que je faisais. Puis j'ai comme pas réussi à m'habituer. Je sais que toi, Noah, tu t'es quand même un peu habitué quand t'as pris ma manette. Moi, je sais pas pourquoi j'étais pas capable de jouer puis de réussir comme il faut. Ouais, c'est vrai. Ben, j'ai réussi à m'adapter, mais parce que j'avais l'impression, j'aimais ça, la synergie entre les objets. Donc, genre, même si la manette était pas bonne, j'essayais de me dire, ok, je vais placer tel objet là pour que, avec le lag, ça se décale de tel côté pour que je me prenne pas tel projectile en passant à tel moment sur les plateformes. Ça, c'était fun. Après, je dirais que le fait d'être au labo, moi, ça m'a fait préférer le mode party de très loin par rapport au mode création. Parce que comme il n'y avait pas
cette ambiance un peu chaotique autour de nous qu'il peut y avoir, cette ambiance un peu festive autour de nous qu'il peut y avoir dans un bar ou chez soi, qu'importe. Mais le mode création, je trouvais qu'on était beaucoup plus sérieux et qu'on essayait de pas prendre n'importe quoi, puis ça finissait quand même que ça fonctionnait pas quand on pouvait pique. Alors que quand on était restreint à certains choix, on était obligé de se concerter pour qu'il y ait de synergie, justement par le fait que bah, on n'avait pas un choix infini d'objets à choisir, à mettre sur la map. Puis c'est quand même très drôle au final qu'on a eu autant de problèmes techniques parce que d'une certaine façon, on pourrait dire que ça l'a en réalité propulsé la qualité du jeu, puisque vu que c'est un jeu qui est hyper chaotique, le fait qu'on a eu 45 000 problèmes techniques, aucune manette marchait, qu'on a passé 1 heure à chercher un fil pour plugger la manette dans mon ordinateur, ça l'a rendu. Ça l'a mis un peu d'épices pour rendre le jeu beaucoup plus chaotique encore qu'il ne l'était déjà. Mais c'est vrai que le mode créatif, au final, mais comment dire, ça peut être le fun pour pouvoir expérimenter un peu tous les items que le jeu offre, mais le fait qu'on soit pas limité en choix fait en sorte que c'est souvent les mêmes items qui vont ressortir. Les personnes vont avoir tendance à remettre toujours les mêmes choses au même endroit. Puis c'est, comment dire, ou sinon, au contraire, ça va être des items souvent trop gros, ou des items qui sont trop fatales, comme mettons quelqu'un qui s'amuse à foutre des trous noirs absolument partout. Ça rend. Il y a comme plus de gestion, un peu de difficulté qui se fait naturellement par le hasard. Ou comme juste par exemple, tantôt quand Sacha parlait des bombes, les bombes au final en général apparaissent au hasard dans le mode party. Donc ça fait en sorte que on peut pas toujours détruire tous les éléments du décor, puis on peut uniquement les détruire certaines fois, quelques-uns à la fois, selon la bombe qui apparaît. Alors que dans le mode créatif, mais au moment qu'un élément qui déplaît à quelqu'un, mais elle peut tout de suite le faire disparaître avec une bombe. Donc la gestion de la difficulté est un peu moins présente dans ce mode-là. Ouais, j'ai vraiment l'impression que quand on a joué en mode créatif, c'était vraiment plus du gros n'importe quoi, un peu comme du essai et erreur. Tu sais, on n'a pas joué le jeu. Tu sais, on voulait pas comme. C'était pas. L'effet compétition était pas là non plus. On dirait on essayait juste de se rendre au bout. Puis sincèrement, on n'était pas capable de se rendre au bout parce que ça avait aucun bon sens. La map qu'on avait faite, tu sais, c'était pas pensé. On a juste mis des items partout. Fait que, au final, moi, j'ai moins aimé ce mode-là. J'ai préféré avoir un certain sens de jouer le jeu, de jouer en compétition, plutôt que de faire juste n'importe quoi, tu sais. Ouais. Comme que je mentionnais, le- j'ai quand même joué beaucoup au jeu, c'était pré-pandémie par contre. Et c'était justement au Meltdown avec des parties et tout. Donc, le contexte était totalement l'inverse que vous avez vécu. Donc, c'était pas un labo silencieux, c'était un bar de jeux vidéo, un samedi soir bien arrosé avec le gros party, de la grosse musique et tout. Euh, puis, c'était justement les modes compétitifs et dans le fond, le monde qui perdait changeait leur place, fait qu'il y avait un gros roulement. Donc, tu voulais gagner, il y avait cet aspect-là de compétition, mais en même temps, il y a l'aspect, c'est juste pour le fun et tout. Puis ultimement, ben, tout le monde est là pour juste avoir du fun. Euh, c'est le type de jeu où est-ce que si t'es mauvais perdant, ben, ne joue pas. euh, parce que ben, tu vas juste comme ruiner. Et ça me fait penser à un point que ce type de jeu-là, en fait, ton expérience va beaucoup être influencée avec qui tu joues. Si tu joues avec du monde que tu t'entends pas ou moins, ou tu sais, qui veulent être trop sérieux ou qui à l'inverse, veulent juste ruiner le jeu en faisant des niveaux impossibles, ça peut vraiment ruiner ton expérience. Mais si tu joues avec du monde qui sont juste là pour avoir du fun et tout, puis qui se prennent pas au sérieux, ben, tu peux vraiment développer quelque chose de vraiment nice par rapport à ça. Ouais, parce qu'on peut pas nier le fait que le jeu, il peut causer certaines petites frustrations des fois, tu sais, à un moment donné, d'essayer de réussir le level, on réussit pas, puis tu sais, il faut vraiment nous, on avait vraiment une belle, tu sais, on est toutes des amis, fait que tu sais, c'était vraiment fait dans le plaisir et tout ça. Fait que quand il y avait des frustrations, ben, on le prenait plus en riant, mais c'est clair que le contexte peut influencer aussi, la manière dont on vit le jeu. Et j'aimerais rebondir un peu là-dessus en disant tout simplement que euh, une des raisons pour laquelle j'ai trouvé le jeu pas problématique, mais que j'ai un petit problème avec, c'est que le niveau des joueurs influence vraiment l'expérience de jeu. Dans le sens que quand tu as dit il est facile à prendre en main pour les gens qui jouent pas, qui sont pas des gamers ou qui jouent pas de manière quotidienne,
qui sont pas habitués de tenir des manettes, ben c'est vrai que le jeu est facile à prendre en main, mais dès qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui a un niveau supérieur, ça devient vraiment enrageant vraiment vite pour les autres, en fait. T'as toujours les deux mêmes personnes Ouais. qui vont avoir de la difficulté à faire les périodes de plateforme puis à réfléchir aux mécaniques vidéoludiques, en fait. Ouais. Mais ça, il y a une option que tu peux mettre des handicaps sur le monde qui sont trop bons. Fait que ça, au moins, ça vient balancer. Donc, le jeu ont prévu que justement quelqu'un qui était vraiment bon tu sais, allait te dominer. Puis tu peux mettre des handicaps sur les personnes. Je ne me rappelle plus par cœur qu'est-ce que les handicaps font. Ça serait à vérifier. Euh, mais c'est les développeurs, comme définitivement dans leur QA ou ça, c'est quelque chose qu'ils ont pensé, parce que oui, je suis d'accord. euh, c'est d'ailleurs de quoi qui venait justement au Meltdown. Tu sais, il y avait un roulement de ceux qui partaient, mais il y avait quelqu'un qui pouvait rester là vraiment longtemps assis, puis que Mm. c'est l'animateur qui disait bon, ben ça va faire 5 games de suite que tu gagnes, change. Euh, Parce que oui, quand t'es bon, tu peux vraiment être extrêmement bon par rapport au reste des Mm. joueurs. Même Parce si que c'est bien le. que... Oh, je disais. Ah non, c'est correct, c'est pas grave. Parce qu'au final, le gameplay du jeu ressemble, comment dire, on pourrait le comparer un peu à Super Meat Boy pour les personnes qui connaissent, ou à la limite même Céleste, dans le sens que c'est un jeu de plateforme extrêmement précis, que les mouvements de son personnage sont aussi tout aussi précis, et que des fois, il faut passer au pixel près à côté d'un piège pour réussir à l'éviter, ce genre de choses-là. Mais en même temps, il y a comme un petit côté un peu clunky, un peu floaty, que les développeurs, d'après moi, ont mis de manière totalement pensée, en fait, pour faire en sorte que ça soit voulu, que ça soit difficile parfois de bien réussir certaines manipulations, justement pour faire en sorte que les gens qui sont bons puissent pas être trop bons, d'une certaine façon. Comme par exemple, c'est pas rare que quand tu fais, par exemple, tu peux sauter sur les murs dans le jeu, puis que c'est pas rare que tu arrives pour tomber dans le vide, mais en fait, tu te rattrapes en sautant sur le mur d'une paroi pour remonter, mais en ayant réussi à remonter, en fait, tu rejumps trop haut, fait que tu veux juste repasser de l'autre côté de la paroi, puis tu retombes dans le vide à nouveau. Ouais, ben C'est. justement, j'étais full Ouais. impressionnée, Emile, quand tu faisais ça. À chaque fois, tu étais capable de te saver, puis j'étais comme, hein, comment tu fais ça? Puis toi, tu l'avais full bien. J'étais genre, ouais, ok, on peut faire ça. Je sais pas comment j'ai fait avec la latence. En fait, c'est la C'est latence qui ça. m'a aidé. La deuxième façon que j'ai essayé de jouer, puis ça, c'est durant les 2 dernières semaines, parce que tous les jeux, dans le fond, j'essaie de les streamer, puis de voir l'expérience justement du jeu en tant que streamer. Puis malheureusement, j'ai pas réussi à trouver un groupe pour même jouer Hmm. au jeu. Euh, Fait que c'est une des problématiques du jeu aussi, c'est ça prend d'autres mondes. En fait, pas pour l'en ligne, ça va prendre d'autres mondes qui ont le jeu pour être capable de jouer. Puis ça vient vraiment mettre le fait de. Le, si j'aurais invité du monde chez moi, ben, j'aurais sûrement été capable de jouer avec du monde, mais le en ligne, c'était problématique parce que ben, c'était pas tout le monde dans mon réseau qui l'avait. Puis trouver les horaires qui concordaient, c'est pire qu'une game de D&D. Mais, euh, mais c'est donc, j'ai pas pu l'expérimenter par rapport à ça. Fait que ça me remet l'emphase sur le fait que le jeu est super le fun, mais il y a un contexte très défini de quand est-ce que tu peux vraiment jouer puis avoir du fun avec. Mais C'est sur vrai ce, parce que. Oh. oh, Non, je te laisse. désolée, Emile. Mais sur ce problème-là, j'ai quand même l'impression. Moi, je sais pas si. Enfin, je suis d'accord avec toi que ça peut poser un problème, mais j'ai l'impression que ça revient quand même pas mal à la difficulté parce que je suis pas certaine qu'il faille jouer avec des gens avec qui tu as une grande affinité. Genre, tu pourrais trouver des gens sur un Discord dédiés à ce jeu-là, puis qui sont plus ou moins des inconnus et jouer avec eux. Mais c'est clair que s'il y a un écart de niveau trop grand et qu'il y a des gens qui sont complètement novice en jeu de plateforme. C'est comme il y a des objets qui peuvent les one-shot every time qu'ils jouent, c'est plus ça le problème. J'ai l'impression qu'il faut plus trouver des gens avec une même compréhension de ces jeux-là que des gens avec qui tu as une affinité réelle. Ouais. Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est plus un jeu qui se joue justement local avec des amis. La partie en ligne, j'ai l'impression qu'elle était plus efficace, comme tu disais tantôt, Émile, le fait que les gens vont créer des niveaux, un peu comme à la Mario Maker, puis faire les niveaux des autres personnes. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, quand Ouais. même.
OK. Donc, je trouve que de ce côté-là, ça apporte un autre aspect intéressant au en ligne, de voir ce que les autres ont créé, puis s'ils sont capables de réussir justement les niveaux compliqués des autres personnes. Je trouve que pour le en ligne, ce côté-là est intéressant, mais j'avoue que sinon, je trouve que le mode local est plus approprié pour le jeu. Mais d'ailleurs, on n'a pas pu tester, mais avec le Steam Remote Play ou je sais pas trop quoi, avec certaines options Ah de ouais. Steam, en fait, c'est possible de jouer au jeu à plusieurs sans que les autres personnes possèdent le jeu. Mais j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait honnêtement. Mais de ce qu'on m'a dit, c'était possible c'est ça, de jouer à 4 au jeu sans que tout le monde le possède. Genre, il y a juste besoin qu'une personne possède, puis il veut pas qu'une personne possède le jeu et que, Mhm. avec des options de Steam, le jeu soit diffusé dans le cloud sur les autres ordinateurs ou quelque chose comme ça, puis tout le monde pourrait y jouer en même temps. Mais Ah, c'est ben vrai, on s'il n'a y a pas cette mentionné la. option-là, Oh, d'abord, je retire mon commentaire parce que, ouais, c'était un des problèmes, justement. Il y avait plusieurs personnes qui m'avaient contacté parce que, dans le fond, je fais un appel à tous de si vous voulez gamer, puis il y en avait qui n'avaient pas le jeu, puis que ça leur tentait pas de l'acheter juste pour une soirée. Euh, ouais. Parce que c'est pas non plus le style de. En fait, peut- peut-être que je me trompe, puis c'est sûr que ça dépend des goûts. Mais par exemple, moi, c'est pas un jeu que je vais rejouer souvent à ça, spécifiquement. C'est plus contextuel à oh, je vais avoir du fun et tout. Euh, Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient pas l'acheter à cause de ça. Parce que justement, c'était un jeu qui savait qu'il jouerait peut-être une fois ou deux max. Même si je trouve qu'il vaut la peine parce qu'il est pas si cher que ça. Sur Steam, je pense qu'il y a une vingtaine de dollars. Ouais, à peu près. Puis il vient facilement en bas des 10$ quand il est en spécial. Oui. Donc, c'est définitivement un jeu à mettre dans votre liste de souhaits et quand il est en rabais. Puis, de toute façon, même si il- vous l'achetez et que vous jouez juste quelques heures, ben, ça revient comme aller au cinéma. Puis vous n'allez pas regretter le temps que vous avez joué. C'est Ouais, ça vrai vaut qu'au la final, peine. c'est le ticket d'un cinéma d'un film. Mais c'est clair que c'est pas un jeu que je jouerais à chaque semaine, moi non plus. Puis c'est pas à chaque semaine non plus qu'on a un contexte de Hey, on va faire on game tout ensemble. Tu sais, ça arrive pas nécessairement tout le temps, surtout des fois avec des contraintes de temps ou whatever. Mais je pense aussi que c'est un jeu qui, justement, il est pas cher, qui vaut la peine d'être acheté pour un bon fun entre amis. Puis, ouais. Personnellement, je pense que François t'a bien nommé. euh, la principale problématique que j'ai personnellement face au jeu, c'est pas un mauvais jeu du tout. C'est qu'il est créé pour une expérience vraiment spécifique, en fait. Parce que je pourrais pas jouer à ce jeu-là avec ma famille, on va dire. C'est pas... Oui, c'est un jeu de salon, jouer en local, mais je pourrais pas jouer avec ma petite cousine de 8 ans puis ma Mhm. grand-mère de 70 ans. Je pourrais pas jouer à Ultimate Horse Chicken, tu sais, Chicken Horse. Désolée. Mais Puis en même temps, c'est pas le jeu que je jouerais avec mes amis qui jouent beaucoup, tu sais. Il est pas très... Oui, c'est un jeu qui a une certaine difficulté avec les plateformes, mais c'est pas non plus le type de jeu euh, qui est fondamentalement difficile, comme on va dire Phasmophobia, que je joue récemment, qui est vraiment le fun, puis qui est quand même très difficile pour les nouveaux joueurs. Fait clairement, être avec un groupe d'amis qui s'y connaît est un peu essentiel pour bien expérimenter le jeu. Ultimate Horse Kitchen, euh, Ultimate Chicken Horse, Horse Kitchen, Chicken Horse. Chicken Horse. Horse. Chicken J'ai la Horse. difficulté, guys. Ce nom est Euh, incroyable. mais oui, en fait, c'est un bon jeu, mais clairement, il faut une occasion vraiment spécifique pour y jouer, en fait. C'est un peu la problématique. Mais on pourrait dire que c'est un bon jeu, puis il est vraiment cute. Oui, d'ailleurs, en parlant de Kyo, je sais pas si vous avez. C'est les. dont vous étiez amusé à le faire un peu, mais il y a un piton dans le jeu qui sert uniquement à danser. Puis j'apprécie particulièrement en gros le personnage qui est la poule. Parce que quand elle danse, elle peut faire des bruits absolument fatigants. C'est incroyable pour taper sur les nerfs des autres personnes. J'adore ce jeu. Ben c'était un des points, justement, dans le contexte du party et tout. Le style musical. En fait, juste le nom, Ultimate Chicken Horse, c'est comme ça en dit gros sur le type du jeu. Puis où est-ce que tu peux jouer un poulet, un mouton, un raton laveur aussi, comme Ouais. plusieurs animaux. La musique, qui est justement tantôt
qu'on a joué l'intro musicale, je dansais tout seul chez moi. Comme, t'as le goût de bouger, t'as le goût d'avoir du fun, le contexte, puis tous les éléments sonores et visuels, te mettre dans le party, te mettre dans l'ambiance, justement, comme ça. Ah, c'est clair que le design sonore puis graphique du jeu, ça fait quand même beaucoup l'attrait du jeu. Moi, ça me rappelle, il y a quelqu'un je crois que c'était Laurie qui avait fait la comparaison avec Mario Maker. Moi, ça me rappelle un jeu comme Pummel Party, qui est genre une version augmentée de Mario Party, mais qui est beaucoup plus désastreuse, beaucoup plus chaotique, et où il y a des habilités qui font apparemment pas de sens, puis qui font l'attrait du jeu, en fait, finalement. Laurie? Ouais, ben au fond, je voulais dire que l'esthétique du jeu, ben elle est quand même assez simpliste, mais moi, j'aime beaucoup ça. J'ai trouvé ça comme super cute, puis je trouvais que ça avait son charme, puis justement que ça montrait un peu le chaos, là. Tu sais, quand j'ai dit à mes amis « Ah oui, je joue à Ultimate Chicken Horse », tout le monde était comme « Que c'est ça? » Tu sais, ça sonne funky, puis les designs, les graphiques sont vraiment simplistes, mais ça fait vraiment son charme, puis j'ai trouvé ça, j'ai bien aimé ça. J'aimerais faire une mention spéciale au petit personnage c'est un écureuil qui, quand tombe dans le vide, crie, mais crie comme si on avait tué sa mère devant ses yeux. Ah oui! C'est fantastique. Chaque personnage ont vraiment leur bruit incroyable. D'ailleurs, dans une interview, les développeurs, quand ils parlaient, justement, ils parlaient des petits côtés un peu rigolos, puis ça qu'ils avaient décidé de mettre avec les animaux de la ferme et ce genre de choses-là à leur personnage. Puis ils mentionnaient que, les gens avaient pas idée à quel point que le bouton pour danser était surutilisé dans le jeu. C'est quand même très drôle parce que ça peut nous amener à parler des options d'accessibilité du jeu, en fait. Mais il y a une option qu'on peut paramétrer, en fait, qui fait en sorte que quand on presse la touche pour danser, pendant un niveau, en fait, notre personnage est invincible. Donc, on n'a pas testé la chose, on ne sait Non, pas hein. à quel point ça peut être réutilisé de manière tactique quand on fait du platforming, mais on peut être invincible en dansant. C'est très drôle. Oh, il danse et genre il peut passer dans l'air, il flotte. Comment il est invincible? Ah, Ou c'est ça, je genre... sais pas. Ouais, c'est Je sais ça, pas je si me c'est juste demande. un frame d'invincibilité, mettons, ou si C'est c'est clair vraiment que si on- Parce t'atterris sur le que pic puis tu... là, on peut en venir à parler à l'item préféré de Sacha, là, le jetpack. Le Je prends- jetpack! Ouais, je te tends la perche parce que genre c'est le rapport obvious, là, cet objet est trop pété. Oui, le jetpack, c'est l'objet le plus pété du jeu. Ma technique pour gagner, vous pouvez l'écouter et réutiliser ma technique à la maison. Tout simplement, pendant que personne regarde, cachez le jetpack et utilisez-le. Courez, utilisez-le pour se rendre à la ligne d'arrivée plus rapidement. Vous gagnez à tous les coups. Puis ce qui était drôle, c'est que vu qu'on remarquait que Sacha avait mis le jetpack, on essayait de mettre des objets quand il n'y avait pas la bombe par-dessus le jetpack pour pas que Sacha puisse y accéder. Fait que c'était comme tout le monde était comme non, tu vas pas l'avoir le jetpack. Puis là, dès que le jeu commençait, Sacha courait vers le jetpack. On était comme non! Une de mes techniques, c'était de mettre le jetpack dans le fond d'un trou, en fait. Fait que je me jetais dans le trou et à la dernière seconde, j'attrapais le jetpack. Et s'il y avait d'autres personnes qui sautaient avec moi, ben ils mourraient. Trop C'est fort. tellement cruel. C'est ça. Puis d'ailleurs, par rapport au... Mais c'est ça, les options de personnalisation au final qu'il y a dans le jeu peuvent être aussi vues un peu comme des options d'accessibilité. Genre, comment dire, c'est possible de paramétrer un peu la difficulté, qu'est-ce qui arrive quand tu meurs, comme par exemple, c'est comme je disais tantôt, le jeu, au final, tu as uniquement une vie par tour. Donc, au moment que tu te fais toucher par un piège, t'es mort. Mais c'est possible de mettre certains paramétrages qui font en sorte que, par exemple, tu peux presser sur le piton sous une fois que t'es mort pour faire sauter ton cadavre. Pour tenter de l'amener jusqu'à la ligne d'arrivée si t'es sur une ligne droite. Ou sinon, tu deviens une sorte de zombie, ce qui fait en sorte que t'es plus lent, tu sautes moins haut, mais tu peux encore manipuler un peu ton personnage. Sinon, tu peux devenir un fantôme, ce qui fait en sorte que tu peux faire ce que tu veux, mais tu peux pas atteindre la ligne d'arrivée, donc ça te permet, c'est juste une excuse pour continuer à jouer et tout. Ouais. Mais il y a aussi plein d'autres options qui peuvent aller vraiment très loin. C'est un peu comme Super Smash Bros. Pour les personnes qui ont la référence d'une certaine façon, où est-ce que tu peux vraiment paramétrer ta partie un peu comme tu veux pour jouer n'importe comment. Genre, tu peux modifier la gravité, tu peux mettre une physique au personnage, parce que de base, tu passes à travers les autres personnages quand tu joues, mais tu peux faire en sorte qu'en réalité, il y a de la collision. Donc, tu peux te servir des autres comme plateforme aussi, ce qui est pitch dans le vide, ce qui est vraiment cruel. Tu as une option que si les gens prennent trop de temps à faire le niveau, il y a de la lave qui peut finir par apparaître, ou encore des météorites qui tombent sur la face. C'est vraiment, il y en a pour tous les goûts.
Ah, puis la comparaison avec Smash, elle est fun à faire parce que c'est un peu un jeu qui a la même dualité, entre guillemets, où le jeu a cette apparence un peu enfantine, innocente, genre de facilité, etc. Alors que si, je suppose qu'avec ces options d'accessibilité, justement, si tu les maxes d'un certain niveau, ça peut devenir un jeu hyper compétitif et exigeant, au même titre que des plateformers beaucoup plus complexes que celui-là, quoi. Et puis ce qui est le fun, c'est qu'on peut faire comme un peu, comme tu disais, Émile, exemple que notre cadavre, par exemple, on peut faire des sauts après. C'est quelque chose d'intéressant avec le jeu, c'est que si on meurt, mais que notre cadavre touche le drapeau d'arrivée, ben on gagne quand même des points. On gagne peut-être pas tous les points, mais fait que si tu te fais ramasser par le gros pendule puis que tu arrives direct sur le drapeau, ben tu gagnes pareil. Fait que tu sais, ça, on avait beaucoup ri en utilisant. Je sais qu'Émile, tu avais réussi à le faire à un moment donné, puis on était tous impressionnés là, que son cadavre avait gagné le jeu. Ouais, puis ce C'est genre vrai que le d'option, fait que. ça peut créer la discorde, là. Je me rappelle qu'il y avait des gens qui avaient gagné, puis c'était juste avec les coins ou un truc comme ça. Puis Ah oui. tout le monde trouvait ça injuste. Oui, parce qu'on a oublié de spécifier, mais il y a un objet qui s'appelle les pièces qu'on peut mettre dans le niveau et que dès que la personne touche la pièce et de réussir à porter la pièce jusqu'à la ligne d'arrivée, cette personne-là a plus de points. Et chaque fois qu'on arrive à la ligne d'arrivée, on gagne un certain nombre de points, en fait. Mais rendu là, dans le fond, c'est juste une mécanique de plus que au même titre que le jetpack, donc mettre des pièges pour le monde qui sont bons autour du coin. Mhm. Plein ça. Ah, parce que souvent, les coins, soit que la personne, en tout cas quand nous on jouait, c'est soit que la personne le mettait totalement au top de la map, fait qu'il y a absolument personne qui pouvait y aller, ou soit qu'on le mettait carrément au frame juste avant de tomber dans le vide, fait qu'il y avait encore personne qui pouvait aller chercher. Mais il y avait toujours une personne qui réussissait à y aller, puis qui mettait des petits objets proches du coin justement pour pouvoir finir par aller chercher sans qu'on s'en rendait compte, puis qui réussissait à te finir la game d'un coup parce que les coins rajoutent tellement de points. Mhm. C'était- Un des points, vu qu'on approche de la fin du podcast, puis que côté contenu et tout, ça reste limité, là, ça reste un jeu de plateforme qui n'a pas tant d'histoire et tout. Moi, j'aimerais bien qu'on discute de comment est-ce que le jeu peut être utilisé dans d'autres contextes que justement le jeu. Sacha, je sais que tu avais un excellent exemple par rapport à ça. Oui, en fait, lors d'un soir de pleine lune, alors que j'avais une nuit d'insomnie, j'ai réfléchi au jeu Ultimate Chicken Horse comme outil d'apprentissage pour les employés de la part d'employeurs qui veulent réduire les dépenses de leur entreprise. Je vous donne un peu le fond de ma pensée. C'est que les employeurs, à notre contexte économique actuel, essayent toujours d'inciter les employés à faire plus avec moins. Moins de ressources, moins de temps, moins de collègues, et toujours faire plus. Le jeu Ultimate Chicken Horse permet de faire ça en mode dans la fonction Party Mode, parce que, étant donné que les items sont donnés au hasard, parfois on va se ramasser avec certains items qui sont pas tout à fait compatibles entre eux. Puis il faut quand même essayer de faire une voie jusqu'à la ligne d'arrivée, en fait. Fait on pourrait dire que Ultimate Chicken Horse pourrait servir dans notre univers néo-capitaliste, néolibéral capitaliste, afin d'éduquer les employeurs et les employés à toujours produire plus avec moins. Ok, t'as pris une tangente totalement inverse de où est-ce que je pensais que t'allais aller. Je suis désolée. Mais non, moi, j'aurais plus pensé à un truc de team building, étant donné que justement, c'est ultra un contexte social, salon et tout, avoir du fun. Je sais pas si la morale du jeu, on veut vraiment que les employés apprennent que pour gagner, il faut que tu nuises aux autres et que, dans le fond, pour gagner, il faut absolument que tu détruises les autres et que tu mettes des pièges et tout. Je sais pas si en tant qu'employeur, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais que mes employés comprennent de ça. Non, mais on sait que plusieurs, mettons, leaders toxiques au travail, sans dire que c'est positif, ben, je suppose que ça peut être une ambiance, une atmosphère qui est créée au sein des employés, justement. Il faut qu'on soit le meilleur, il faut qu'on se prouve et tout ça. Donc, moi, je comprends quand même ce que Sacha veut dire par cette petite théorie-là. Je dis pas nécessairement que c'est positif, mais ça fait bien du sens. En plus, la question de la méritocratie au travail, genre c'est le meilleur chicken
arrivera à la fin de la Hmm. course. Ouais. Je peux L'employé me du voir mois, c'est la encore, personne qui mais gagne les games à chaque jour. Voilà, c'est ça. Parce que la compétitivité dans les jeux vidéo, comme dans le milieu de travail, peut servir de motivation, en fait. Donc, quoi de mieux qu'un jeu vidéo pour apprendre aux employés à être compétitifs les uns envers les autres pour augmenter le chiffre d'affaires? Ça. Engagez-moi! Ouais, non. Ouais, On non, va c'est se faire pas. censurer. Parce que, en fait, ton commentaire m'a fait penser que dans le passé, c'est un jeu que justement j'ai conseillé à des compagnies dans le fond, quand ils venaient me voir puis qui me demandaient, tu sais, aurais-tu des exemples de jeux parce qu'ils voulaient créer justement euh, des soirées de gaming et tout pour faire du team building, que les membres de l'équipe soient capables d'apprendre à jouer ensemble ou tu sais, qui font des activités en dehors du contexte du travail. Et un des jeux que je référais souvent, c'était justement ce jeu-là. Parce que, ben, en fait, comme Noah l'a dit au début, euh, puis en fait, comme vous l'avez tout dit, dans le labo, peu importe ce qui se passe, ça crée des liens. Que ce soit des problèmes techniques, que ce soit le jeu en tant que tel. Puis ultimement, ben, les liens vont être plus créés, peu importe ce qui s'est passé dans le game, à moins qu'il y en ait un qui soit vraiment mauvais perdant ou qui rage quit ou peu importe quoi. Il va y avoir des liens qui vont avoir été créés par ce jeu-là. Oui, puis c'est sûr que la création de liens sociaux avec un jeu comme ça est beaucoup plus facile que l'application de valeurs salariales comme la compétitivité, la productivité, comme on appelle ça aussi, le fait de savoir faire de rien quelque chose de la valorisation en fait du temps salarié. Donc c'est clair, mais c'est une question qui est quand même posée par le jeu. Après, de savoir si c'est quelque chose que les employés pourraient mettre en application après avoir joué à Ultimate Chicken Horse pendant 1 heure. Je pense plutôt que ça leur ferait critiquer leur patron qu'autre chose. Ils réaliseraient des choses, ils feraient des parallèles dangereux. Est-ce que quelqu'un a un dernier point avant qu'on passe au dernier tour de table? Non? Non. Dernier tour de table, donc comme qu'on a fait dans la première partie, mais cette fois-ci sans avoir peur de divulgacher son opinion et tout. Donc on peut recommencer par le même tour qu'on a fait, donc Laurie en premier. Oui, après avoir discuté de ça, du jeu avec vous, moi, j'en conclus que c'est un jeu que j'aimerais rejouer avec des contrôles plus adaptés. Euh, Évidemment, c'est pas un jeu que je jouerais tout le temps, mais c'est un jeu que j'ai particulièrement aimé, puis on a eu du fun avec la gang du programme, justement, à aller au labo, qu'on va pas tant souvent, puis on a juste eu un bon moment. On a créé des liens, justement, puis c'était bien le fun. Puis je serais bien intéressée à rejouer, justement, avec différents contrôles pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner comme expérience, là. Excellent. Noah? Ouais, bah, moi, c'est un jeu qui m'a surpris et que j'ai aimé. Et je pense que c'est un jeu que j'achèterais, enfin, que je me contraindrais à acheter et que je mettrais sur ma liste obligatoire si j'avais une Switch à la maison parce que c'est un jeu qui est vraiment fun à jouer quand t'as des gens chez toi. Mais après, je reconnais que mon avis est biaisé par le fait que j'ai aimé ça qu'il y ait du skill de jeu de plateforme dans le jeu et que peut-être si j'avais été moins bonne, j'aurais pas eu un avis aussi positif sur le jeu. Parfait, merci. Sacha? Moi, je reste avec mon opinion du début, donc avec 5,7 poulets sur 10 cheval. Parce que c'est un excellent jeu, mais par exemple, je trouve que l'utilité du jeu est trop restreinte. Je vois pas dans quel contexte ce jeu-là pourrait m'être utile, mais je veux pas dénier que c'est un excellent jeu et que je vois son utilité pour certaines personnes qui ont un groupe d'amis ou un contexte spécifique pour y jouer, en fait. Parfait. Fait que Et c'est ça. Emile? Ouais, toujours sur l'avis que c'est un excellent party game, quand même. Ça fait du bien de. Justement, par exemple, tantôt Noah parlait de Pummel Party ou Mario Party, les jeux de ce type-là. On est habitué des jeux de party, au final, que c'est des genres de jeux de plateau, des jeux qui se ressemblent plus à un jeu de société, mais Pummel Party.
Ultimate Chicken Horse Chicken, peu importe. Euh, Au final, c'est un jeu qui amène vraiment l'aspect de jeu de party, mais qui parvient en même temps à mettre un élément de gameplay qu'on va plus retrouver dans des jeux solitaires, tout en gardant ça ludique puis social. Puis je trouve ça particulièrement génial. Honnêtement, je connais pas d'autres jeux vraiment comme Ultimate Chicken Horse. Fait que je trouve que c'est un jeu assez unique qui vaut quand même vraiment le détour, surtout quand on se dit qu'il est fait au Québec. Puis d'ailleurs, avec toute ce que vous avez parlé par rapport à l'utilisation du jeu comme manière d'encadrer, de renforcer les liens dans une entreprise, je me dis que ça serait très drôle de pouvoir utiliser à nouveau le labo, mais pour régler des comptes avec nos professeurs. Merci beaucoup, Emile. De mon bord, dernier commentaire, j'ai adoré le jeu. C'est un jeu définitivement que je vais recommander. C'est un jeu qui est simple, puis que tu sais, même si c'est pas très versatile sur qu'est-ce que tu peux faire avec, dans qu'est-ce que le jeu a été conçu pour faire, il excelle là-dedans. Donc, créer un jeu que peu importe le contexte que tu joues avec des personnes à côté, le party va rentrer dans la place. La musique, les interactions que tu as. Donc, tout ça fait vraiment que c'est super le fun. C'est un jeu définitivement que je recommande et que j'ai recommandé dans le passé pour une activité de team building avec du monde qui ne sont pas nécessairement des gamers ou qui veulent juste. Parce que même si le monde joue à League, par exemple, ou à des jeux comme ça, ben, tu sais, comme tu as dit, Emile, c'est pas un type de jeu qui est vraiment, je ne vais pas dire populaire, mais commun. Donc, c'est une bonne expérience à tous. Puis c'est un jeu que je recommande justement à acheter puis à avoir dans son coffre à outils. Tu sais, vous voulez organiser quelque chose avec vos amis et vous n'êtes pas sûr si vous voulez aller au Randolph, jouer à un jeu de société, euh, faire un chilling quelque part, ben Chicken Horse, c'est un peu ton jeu de cartes que tu traînes dans ton sac à dos puis que tu sors une fois de temps en temps. Puis qu'à chaque fois que tu le sors, ben, tu vas avoir du fun. Merci tout le monde d'avoir été présent et d'avoir resté avec nous tout le long du podcast. Retrouvez-nous dans 2 semaines où est-ce que l'équipe, nous allons jouer à The Messenger.